Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les petits soins apportés par la Cour constitutionnelle aux chiffres proposés par la Commission électorale nationale autonome au titre des résultats de la présidentielle de dimanche dernier. Taux de participation revu légèrement à la hausse par la Cour de Djogbenou qui a rendu public les résultats provisoires. On en dira deux mots. Guerre civile, déstabilisation du régime, armement des chasseurs. Alain Orula, ministre en charge de la communication, a utilisé beaucoup de mots et de qualificatifs pour revenir sur les événements malheureux préélectoraux. On refait le bilan du processus électoral avec le porte-parole du gouvernement dans ce 19h30. Le duo Soumano-Hunkwe qui prend acte des résultats provisoires tels que proclamés tout à l'heure même par la Cour constitutionnelle. L'attelage de candidats à cette présidentielle au nom des forces correspondant Bénin émergent a aussitôt donné son avis juste après la décision de la Cour. C'était à l'occasion d'une conférence de presse dont vous aurez la teneur. À la fin de ce journal, nous irons partager les peines de population de Gaïa Commun dans l'arrondissement d'Aglagandan, commune de Semepodi. Ça suffoque là-bas sous la poussière produite par une cimenterie qui n'arrête pas de polluer l'air. Les cris de détresse depuis des années des populations n'ont rien pu changer à cette condition et cette galère. Nous y ferons un tour grâce à Rafatou Amadou et Ali Moumouni. Voilà donc pour les titres. Merci de venir aux nouvelles sur Canal 3 Bénin. La Cour constitutionnelle vient à peine de se décider en attendant les contestations éventuelles à venir. Le scrutin du dimanche s'est bien déroulé et les chiffres proclamés par la Commission électorale nationale autonome sont globalement dans les règles et les mesures de ce qui est sorti des urnes. Juste que le taux de participation a augmenté à la lorgnette de la Cour, passant désormais de 50,17% de la Sénat à 50,63% de la Cour constitutionnelle. Pour le reste, rien à signaler. Le chaos soviétique est donc maintenu et l'ordre des autres duos confirmés. Canal 3 Bénin va certainement y revenir plus amplement dans ses prochaines éditions. Je vous parlais justement de cette sortie d'Alain Orula qui a utilisé des termes bien précis tout à l'heure même à la conférence de presse qu'il a tenue pour apprécier le processus électoral dans sa globalité. Il a parlé de guerre civile frôlée, de chasseurs armés par la promesse d'un ancien ministre. Bref, le Bénin aura échappé de peu à une manœuvre de déstabilisation et cela, le gouvernement auquel il appartient ne saurait le tolérer. La République promet sanctions et représailles contre les auteurs et complices d'après le porte-parole du gouvernement. Un monde parfait à Niamboussou et Henri Kanti pour le point. C'était une rencontre d'échange entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et les hommes des médias, y compris ceux des médias internationaux, également intéressés par le processus électoral en cours au Bénin. Sur les accusations d'ouvrage durant, des images circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elles ont été... 90 minutes d'explications qui auront permis à l'assistance de se faire une idée plus précise de la situation du déroulement du scrutin présidentiel du dimanche dernier et d'en apprécier les enjeux. N'eût été le sens de l'anticipation et de la réactivité que nous aurions du gouvernement et de son chef et des forces de défense et de sécurité, que nous n'aurions pas pu faire ces élections. Et que peut-être que ces oiseaux de mauvais augure qui parlaient de guerre civile, ils se sont armés pour une guerre. Si le scrutin dimanche s'est déroulé dans une ambiance générale de paix, bien d'événements malheureux ont pu émailler le processus. Ce que le ministre qualifie de menace de déstabilisation du pays et qui, fort heureusement, ont pu être contenus avec professionnalisme et doigté par les forces de défense et de sécurité. Et je sais que vous qui êtes renseignés, vous avez assisté à une visioconférence où nous avons un ancien ministre, un autre, parce que celui dont je parlais, c'était un ancien ministre, candidat prématuré à la candidature. Vous avez un autre ancien ministre qui finit par lâcher tout seul. Nous sommes en contact avec les chasseurs, c'est des manifestants. Et nous allons leur procurer des moyens. Un hommage solennel de la nation rendu par le chef suprême des armées aux vaillants soldats qui ont su repousser les assaillants au dire du porte-parole du gouvernement. Mais je peux vous dire qu'ils ne seront pas poursuivis uniquement pour les infractions au code électoral. Parce que ce qu'ils ont fait est aller plus loin. C'est carrément une manœuvre de déstabilisation d'un processus. Et je rejoins mon garde des Sceaux
en confirmant que le soin sera laissé au parquet de poursuivre sous les qualifications les plus adéquates, les plus pertinentes. L'actualité électorale suit inexorablement son cours. Selon le maître Alain Oronla, un taux de participation très satisfaisant, des duos de candidats qui sont déjà provisoirement fixés sur les différents résultats. Ce taux traduit ce que nous venons de dire, l'enracinement de la démocratie dans l'esprit et le cœur des Béninois. Les deux sujets essentiels débattus au cours de cette conférence de presse mettent un point d'honneur sur la suite à donner aux dégâts tant matériels qu'humains. Et sur ce point, la réponse du ministre est sans équivoque. Le temps de l'impunité est révolu. Avant les représailles, Patrice Talon était allé au chevet des soldats blessés pendant les événements malheureux. Le chef de l'État a dit toute sa compassion et ses regrets pour les torts faits aux soldats partis défendre la République. Il était hier à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou pour leur remonter le moral. Voici le point avec Asiongo Kanya-Asiongo. Le président Patrice Talon est allé rendre visite aux agents des forces de défense et de sécurité blessés. Victimes des violences préélectorales au centre et au nord du Bénin, alors qu'ils étaient en mission, ces militaires et policiers ont été admis à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou pour les soins. Le chef de l'État leur exprime son soutien et celui de la nation. Sachez une chose, dans tous les cas, tout sera fait. S'il faut vous évacuer dans un centre plus spécialisé, si c'est nécessaire, tout sera fait sans hésiter. La nation vous êtes reconnaissante que nous ferons tout ce qu'il faut. Et bravo et encore du courage. Ils avaient reçu pour instruction d'enlever les obstacles posés par des citoyens pour entraver la circulation. Mais ils ont été pris pour cible. Je suis meurtri parce que j'ai vu combien de gens qui sont allés servir la nation, dégager simplement les barrages qui ont coupé le pays en deux et qui ont fait l'objet de tirs nourris pendant cette noble mission d'ouverture des voies pour relier le nord et le sud. Donc les pays de l'Interland qui utilisent notre port reçoivent leurs marchandises, leurs médicaments. Parce que si on n'avait rien fait du tout, ça aurait duré combien de temps? Qu'est-ce que le pays serait devenu? Nord, le sud, les besoins des uns et des autres, les pays de l'Interland. Ils sont allés, faute d'avoir pu raisonner les concernés, ils ont entrepris de dégager la voie, enlever les troncs d'arbres, enlever les véhicules qui ont été disposés en travers de la voie. Et pendant qu'ils faisaient, on leur a tiré dessus sans cesse, pendant pratiquement 48 heures. Et avec autant de blessés. Le chef de l'État, exprimant son indignation, promet que l'État prendra ses responsabilités devant de tels actes. Et on entend les gens revendiquer cela pour dire les chasseurs. Un pays dans lequel on dit les gens qui sont formés pour aller à la chasse, pour le gibier, sont armés aussi bien de leurs fusils de chasse que d'armes de guerre pour tirer sur leurs compatriotes et qui ne faisaient rien d'autre que dégager des obstacles. Je crois qu'on a atteint des proportions inacceptables dans la République. Et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus jamais. D'abord, identifier tous ceux qui ont été instigateurs, auteurs, d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils répondent de leurs actes, et tous ceux qui ont été manipulés, auteurs également, qui sont les moins fautifs. Mais les plus criminels, ce sont ceux qui les ont utilisés, manipulés, pour arriver à une telle situation. Mais le Bénin est un grand pays. Ensemble, nous serons nous relevés de cela pour que le traumatisme ne dure pas trop longtemps dans nos têtes, parce que c'est de nature à perturber complètement nos valeurs, notre foi, notre pays, notre unité. Ces hommes en uniforme n'ont pas riposté. Voilà, quelques difficultés. Cet élément n'est pas allé à son terme. Certainement que vous allez le suivre dans son entièreté, dans les éléments, dans les éditions qui viendront par la suite. Du côté du ministère de l'Intérieur, on dresse déjà le bilan à côté des plaies qui se pensent. Sakalafi a parlé d'une vingtaine d'agents de sécurité et de défense blessés, de dégâts matériels énormes causés et surtout de 2 assaillants qui auraient été tués. Voici son point exhaustif, tel qu'il le dresse au micro d'Ali Moumouni et de Moufid Sabo. Le dimanche 11 avril 2021, le peuple béninois s'est rendu aux urnes pour l'élection du président et du vice-président de la République. Les opérations se sont globalement bien déroulées
sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la commune de Charroux et de quelques localités dans les communes de Bantais et de Savet. Cette situation est la conséquence des agissements de quelques acteurs politiques qui avaient entrepris d'empêcher par tous les moyens la tenue du scrutin. Ainsi, dès le 5 avril à minuit, il était question pour eux de mettre en branle un vaste plan de déstabilisation du pays, puis de mettre en place un gouvernement dit de transition. Dans cette perspective, de nombreux actes terroristes ont été projetés et préparés, mais fort heureusement déjoués dans plusieurs villes, dont Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, etc. C'est alors que dès le 6 avril 2021, dans le but d'empêcher toute circulation et couper le pays en deux, les 10 acteurs politiques ont notamment eu recours à des jeunes gens, des chasseurs dont certains sont venus de pays voisins et même à des enfants pour procéder au barrage des routes inter-États numéro 2 et numéro 3. Ces barrages, disposés sur plusieurs dizaines de kilomètres, étaient constitués de troncs d'arbres, de pneus enflammés, de camions immobilisés en travers de la chaussée, en vue de restaurer la libre circulation des personnes et des biens. Les forces de sécurité et de défense, après moult négociations infructueuses, ont entrepris de dégager les barrages. C'est ainsi qu'elles ont été violemment prises à partie par des tireurs embusqués armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont su gérer la situation essentiellement par des tirs de semonces, afin d'éviter de faire des victimes parmi les paisibles populations et même parmi les assaillants. Le bilan fait état de 21 personnels des forces de défense et de sécurité blessés par balle. En face, les informations font état de 2 assaillants qui auraient perdu la vie. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé et aucune déclaration de décès n'a été enregistrée. Par ailleurs, les dégâts enregistrés au plan matériel sont lourds et se chiffrent, d'après les premières estimations, à des milliards de francs CFA. En effet, outre les dégradations subies par les routes nouvellement construites et en construction, les assaillants ont aussi saccagé les postes de péage et pesage de Dio à Savet et de Siraro à Ndali, puis incendié un camion de la Sénat, celui d'un transporteur nigérien, ainsi que des maisons, le siège d'une radio privée, des voitures, des motos et d'autres biens. Le dimanche 11 avril, en milieu de journée, les forces de défense et de sécurité ont réussi à rétablir la circulation sur les routes inter-États citées plus haut. Je tiens à vous informer que certains commanditaires et auteurs des actes perpétrés ou projetés ont été appréhendés et que d'autres sont en fuite. Force devant rester à la loi, ils répondront de leur forfait devant la justice de notre pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le peuple béninois pour l'union sacrée autour des idéaux de paix, de solidarité et de vivre ensemble en vue de la poursuite de l'œuvre de développement de notre pays. Elles étaient renversantes. Ces images d'agents électoraux
bourrant les urnes pendant le vote, cachetant avec frénésie et haine des dizaines et des dizaines de bulletins de vote sur un duo précis. Ces images et vidéos qui mettent à mal le crédit démocratique et électoral du Bénin ne sont pas du goût des membres du gouvernement. Une délégation a rencontré la presse hier pour dire toute sa désapprobation et surtout promettre sanctions aux auteurs. Narcisse Alossé. La réaction du gouvernement était attendue suite aux images vues sur les réseaux sociaux et montrant dans des bureaux de vote des agents estampillant plusieurs bulletins de vote. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports, d'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. Pour les conférenciers, il s'agit d'un sabotage pour discréditer le processus électoral et il semble bien connaître les auteurs. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage, lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre. Après que l'on ait saccagé les édifices publics, nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Ces actes feront l'objet d'enquêtes appropriées et leurs auteurs répondront devant la justice, ont ajouté les membres de l'exécutif. Nul ne peut être admis à trafiquer, à altérer ou à manipuler les bulletins de vote. À ces actes s'ajoute la confusion observée ces derniers jours autour du taux de participation à cette élection présidentielle. Mais il n'y a qu'une institution pour nous fixer sur le taux de participation à une élection. Nous ne pouvons pas nous fier aux pronostics des organisations dites de la société civile. Nous ne pouvons pas nous fier aux estimations des uns et des autres. Nous devons nous tenir tranquilles, jusqu'à ce que la Commission électorale nationale autonome proclame les grandes tendances et nous situe, nous fixe sur le taux de participation qui est un enjeu important, je le comprends, et surtout sur les scores des uns et des autres. Bien d'autres sujets, notamment celui relatif à la réforme du système partisan, ont aussi meublé les échanges entre hommes et femmes des médias et les membres de l'exécutif. Cette réforme a été opérée pour clarifier un système dont l'échec était avéré, a conclu le ministre Alain Ronla, porte-parole du gouvernement. Retournons à l'actualité de la proclamation des résultats. À peine la Cour constitutionnelle a-t-elle confirmé les tendances de la Sénat concédant le duo Talon Talata à la tête et vainqueur par KO de cette élection du dimanche que l'attelage Cori de candidats à la compétition du dimanche est sorti pour féliciter les vainqueurs et remercier les militants pour cette participation. Voici un extrait des propos d'Alassane Arouna, le candidat le candidat Cori qui avait à ses côtés son colistier pour la circonstance. Chers compatriotes, la Cour constitutionnelle vient de proclamer le candidat Patrice Talon président de la République suite aux élections du 11 avril 2021. À cette occasion, au nom de la Force Cori pour un Bénin émergent, à mon nom personnel et au nom de mon colistier, je voudrais lui adresser mes sincères et patriotiques félicitations. S'agissant des militants, des Forces Cori pour un Bénin émergent, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour votre loyauté et l'appui nécessaire que vous avez su apporter à votre parti
pour le score et le jeu que nous avions atteint au cours de cette compétition électorale présidentielle. Chers compatriotes, je voudrais surtout souhaiter au président Patrice Talon, qui aborde ainsi son second quinquennat, mes voeux les plus sincères de réussite, mes voeux les plus fraternels d'un quinquennat qui, sans doute, contribuera à améliorer les conditions de vie et de travail de tous nos compatriotes, où qu'ils se trouvent. Je mettrai surtout l'accent sur la réconciliation nationale et le consensus, afin que la démocratie béninoise puisse recouvrir ses lettres de noblesse. Je voudrais enfin remercier toutes les institutions qui ont contribué à la réussite de cette élection qui vient de prendre fin. Et déjà hier, le troisième duo, malheureux candidat à cette compétition, se pliait à cet exercice. Corentin Conroué, flanqué de son colistier Irénée Agossa, ont réagi justement 24 heures après l'officialisation des chiffres de la Sénat. Ils ont dit toute leur surprise par rapport aux résultats proclamés. Mais le duo s'est prononcé au micro d'Akime Sédou Séni d'Henri Ganti. Même si notre parcours politique et nos convictions à l'un et à l'autre viennent de loin, cette présence à l'élection présidentielle du 11 avril n'était pas prévisible. Nous demeurons toujours un duo de l'étonnement et je vous dis merci donc vivement à nos compatriotes qui ont cru en nous. Nous voulons ensuite féliciter de manière républicaine nos deux duos concurrents, à savoir le duo Talon Talata et le duo Djemba Hunkpe, pour leur participation à la compétition et pour la confiance reçue de nos compatriotes qui leur ont accordé leur suffrage. Nos félicitations vont en particulier au duo Talon Talata, arrivé en tête de cette élection dès le premier tour, selon les grandes tendances proclamées par la Sénat. La campagne électorale est terminée. Le scrutin a eu lieu, mais l'avenir politique est à nous. Mon colistier Irénée Agossa et moi, nous continuerons à nous battre pour la restauration de la confiance et même de la conscience. Si seulement l'abstention au sein de l'opposition était réduite, ne serait-ce que de 40%, non seulement on serait au second tour, mais on serait premier au second tour. Non seulement on serait au second tour, c'est qu'il n'y aura pas ces irrégularités, il n'y aura pas tout ce que nous avons vu là. Et je reviens sur les propos du président, nous allons nous battre pour que cette conférence dont nous parlons soit réalisée. Le Bénin a démontré en 90 ici que nous sommes un peuple mûr et capable. Aujourd'hui, l'état des lois qui est là va être modifié et nous aurons un état de droit comme on l'a toujours eu. Et ceci à travers nos capacités, notre niveau de conscience, notre capacité politique. Mathématiquement, s'ils ne sont pas pour ceux qui veulent l'alternance par les urnes, ils devraient être pour d'autres. Nous avons les deux tendances aujourd'hui. Mais d'autres sont arrêtés, mais ce peuple est calme. Voyez après les élections, malgré les irrégularités, voyez la réaction du peuple, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et là, nous pensons qu'il y a matière à réflexion au niveau de l'opposition. Nous devons réagir et nous devons faire en sorte que ça soit clair désormais. Et nous allons nous battre pour ça. Et ça sera notre combat pour les prochaines échéances, que le peuple ait un message clair. Changeons de sujet. Bonne saison cotonnière 2020-2021 pour le Bénin qui bat son propre record de 700 000 tonnes l'année passée. On est passé à 728 000 tonnes cette fois-ci d'après les chiffres du ministère de l'Agriculture. C'est le premier responsable en charge de ce département qui a apporté la bonne nouvelle au public. Le ministre de l'Agriculture s'est prononcé au micro d'Ali Moumouni et de Rachidi Soubirou. Pour la saison cotonnière 2020-2021, le Bénin bat son propre record. 728 000 tonnes de coton enregistrées
contre 714 714 l'année écoulée. Et pourtant, la saison n'est pas encore terminée. Mieux, sur la campagne passée, nous avons eu à emblaver 658 000 hectares. C'est que cette année, nous avons fait moins. Nous avons fait moins et on s'était demandé si ça pouvait permettre d'atteindre. Mais il y a un Dieu pour les pauvres. Le rendement de la production cotonnière de cette saison se résume à une progression de 10,34% par rapport à la campagne de 2019-2020, soit 1,185 tonnes par hectare contre 1,073, alors même que les conditions climatiques n'étaient pas aussi favorables. Selon le ministre de l'Agriculture, la campagne pluviométrique a connu un énorme retard, surtout dans les zones de production cotonnière. On a eu 2 semaines, au moins 2 décades au moins de retard. Or, là, en agriculture, un retard d'une semaine dans l'installation fait perdre pratiquement 150 à 200 kg par hectare. Dans la zone sud, les pluies ont coupé brutalement. Alors qu'on s'attendait à des pluies compensatrices en octobre, à partir du 10-12 octobre, les pluies se sont arrêtées et le coton n'a pas pu boucler convenablement son cycle. Malgré cela, nous avons encore aujourd'hui battu notre propre record à 728 000 tonnes. Depuis quelques années, le Bénin s'est hissé au sommet des pays producteurs de coton en Afrique et compte maintenir son rang dans le secteur. Ce résultat est le fruit de la réorganisation de la filière coton depuis l'arrivée du gouvernement Talon en 2016. Nous avons surtout insisté sur la productivité, donc le rendement à l'hectare, et c'est ce rendement à l'hectare qui nous permet, n'est-ce pas, de nous juger à ce niveau de production qui est, disons, de l'ordre de 730 000 tonnes, je vais dire, cette année. Alors, ce faisant, nous voulons rester à ce niveau-là et je voudrais vraiment saluer la volonté et surtout la détermination de tous ces producteurs et les égreneurs également qui ont régulièrement enlevé et payé, n'est-ce pas, le coton graine produit par les producteurs et la filière l'interprofession qui a régulièrement payé les producteurs, toutes choses qui aujourd'hui contribuent à donner cette image positive que nous avons aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Je pense que ce niveau de recettes par divers acteurs impliqués dans la filière montre à satiété que cette filière se porte assez bien. Mais elle peut encore se porter beaucoup mieux bien parce que il y a l'AEC qui veille. Et nous devons travailler activement pour une production durable du coton. Avec ce niveau de production, le Bénin crée ainsi assez d'opportunités d'emploi. C'est un résultat qui permet également à la chaîne des acteurs impliqués dans la filière, de la production au transport, en passant par le grainage et bien d'autres, d'enregistrer un niveau considérable de revenus. Bref, aujourd'hui, le coton fait beaucoup d'heureux au Bénin. À l'université d'Abomey-Calavi, les activités du projet Bouton Covid-19 module ont été lancées mardi, axées autour du thème « La jeunesse béninoise engagée dans la lutte contre le coronavirus ». Ce programme vise à contribuer de manière efficace à la réduction de la propagation du virus au Bénin. C'est l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin qui en a pris les devants. Et voici le compte rendu de Ouliat Sanoussi et de Moufid Sabo. Le projet Bouton Covid-19 module mobilise les attentions à l'université d'Abomey-Calavi. L'activité s'inscrit dans le cadre des initiatives communautaires visant à contribuer à une meilleure riposte contre la pandémie de Covid-19 dans les communautés universitaires et scolaires. Elle est portée et mise en œuvre de façon conjointe par l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles URMAFA et l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin. Cette activité d'impact sur la communauté a démarré depuis près d'un mois, en réalité, où nous avons partagé des moments avec les apprenants sur leurs différents établissements. Nous avons échangé autour de la question de la Covid. Nous avons initié le concours et nous avons, nous le pensons, réussi à insuffler cette passion, à cette
jeunes couches. Ceci nous permet de sortir des champs classiques de la recherche scientifique pour côtoyer un peu le monde de la vulgarisation scientifique. Le projet Boutons Covid-19 module est un programme consacré au lancement du document Covid-19. Comment puis-je me protéger et protéger les autres? Un document développé par le Smithsonian Science Education Center et l'Inter-Academy Partnership. L'objectif étant de l'introduire dans les communautés scolaires et universitaires du Bénin à travers une série d'activités telles que l'exécution des travaux pratiques relatifs aux gestes barrières et un concours de poèmes basé sur le document. L'initiative est saluée par les différentes autorités présentes au regard de son approche innovante. Cette activité a le potentiel d'aider les jeunes apprenants à mieux se protéger et à protéger les autres. Le caractère ludique et pratique des activités prévues garantit un impact durable sur les apprenants. Le concours de poèmes, le projet de mise en place de clubs scolaires Jeunes contre Covid-19 ont le potentiel d'asseoir chez les apprenants des bases pratiques et des aptitudes pour mieux respecter les gestes barrières. Ce projet vient donc à point nommé au regard de sa cible et de la pertinence de la problématique. Cette approche permet de les autonomiser, de les responsabiliser et de faire d'eux des acteurs engagés. En procédant au lancement des activités, le président de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin espère que l'initiative se poursuive et que ces jeunes deviennent des ambassadeurs de la lutte contre la Covid-19. Peu d'initiatives de lutte contre la Covid-19 et particulièrement sous nos cieux se sont focalisées sur la sensibilité des plus jeunes face à la pandémie. Au regard de tout ceci, je ne vous cache pas que je suis satisfait de l'initiative et ne peux qu'espérer que cette activité soit une parfaite réussite. L'engagement est ainsi pris par tous d'accompagner l'initiative pour sa durabilité. Au cours de la cérémonie, les lauréats au concours de poèmes ont été primés après avoir présenté leurs différentes œuvres de l'esprit. À Gayakome, et ce sera le dernier élément de ce 19h30. À Gayakome, donc, dans l'arrondissement d'Agblan-Gandin, de la commune de Semekoji, on ne respire pas. Normalement, on suffoque plutôt. La poussière émise par une cimenterie rend la vie dure aux populations depuis des années. De la poussière, vous le verrez, il y en a partout en couche épaisse, sur les plats et les biens meubles et immeubles. Canal 3 Bénin est allé voir ça de près, juste après avoir appris l'information. Voici le calvaire de cette population, donc relaté par Rafatou Amadou, Ali Moumouni et Moufid Sabo. Des feuillages d'arbres, des toits et des maisons entièrement recouverts de poussière. Voici les décors qui se présentent gracieusement aux habitants du quartier Gayakome à Sekandji. Je suis venu ici en 2001. Bon, moi, je ne savais pas que la poussière avait une telle ampleur. Taïro Adamou est fonctionnaire à la retraite. Son domicile est situé à quelques mètres, derrière la cimenterie de Sekandji. Une petite visite dans sa maison et le constat est là. De la poussière qui prend le dessus sur l'entretien. Bon, on ne peut rien vivre dedans comme ça. Comment on veut vivre un fonctionnaire qui est à la retraite et a de l'argent pour aller s'acheter encore une autre parcelle ailleurs? Nous nous débrouillons dedans avec les maladies, la toux, tout ça, les gens sont malades, vous constatez vous-même. Donc, moi, je me suis dit, j'ai tiré une conclusion. J'ai dit que nous sommes en Afrique, les Africains, c'est comme ça. La situation est la même dans toutes les habitations environnantes. Entre les plaintes et les désolations, les populations ne savent plus quelle posture adopter. À notre arrivée dans le quartier, tout le monde veut s'exprimer. Nous sommes vraiment bombés de poussière ici. Et vraiment, on vit au quotidien une grande désolation. Et les poussières nous envahissent, vraiment pas possible. On ne peut même pas, vous ne pouvez pas laisser la nourriture à la maison sur la table et revenir manger 6 minutes après, vous ne pouvez pas. Tous les jours, il faut essuyer, tous les jours. C'est pour cela que, par moment, moi, je suis obligé de quitter la maison des fois toute la journée. On ne peut plus. On ne peut plus supporter. On a tout fait. On s'est soulevé, on est allé chez eux là-bas, mais rien. Les conséquences de la poussière dégagée par les cimenteries sur l'organisme humain sont énormes. Selon Gildas Agodopessi, professeur agrégé de pneumologie
Le risque pour les habitants du voisinage d'une cimenterie de contracter les maladies respiratoires est élevé. L'inhalation de la poussière peut même être la source d'autres maux. Cette poussière générée, quand elle rentre en contact avec l'organisme, c'est surtout les voies respiratoires qui sont les plus concernées, puisque la plupart du temps, nous arrivons à protéger la peau, mais c'est les voies respiratoires. Et vous savez bien qu'étant un viscère profond, le poumon est exposé à l'environnement extérieur de par les narines, et puis la grande surface d'échange des poumons fait que c'est l'organe qui est le plus exposé. Certes, il y a d'autres organes, les yeux, la peau, la bouche et tout ça, mais c'est particulièrement les poumons qui sont les plus exposés parce que la respiration est un phénomène spontané, un phénomène qu'on ne peut pas contrôler. Quand nous respirons, forcément des particules rentrent. Si l'environnement se porte mal, la santé humaine est affectée, c'est totalement clair. Donc c'est ça, c'est parce que l'environnement est pollué par ces poussières qui contiennent des microbes que la santé est affectée. Qu'est-ce qu'on poursuit en veillant à la protection de l'environnement? On veille à la bonne santé, à la sécurité sanitaire des animaux, des hommes. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de l'environnement. Si l'environnement n'est pas sain, ta santé n'est pas saine. À Sekandji, les responsables de la CIM Bénin sont bien conscients de la poussière que dégage leur usine. Face à une telle situation de pollution environnementale, ils nous confient que de nombreuses dispositions sont prises pour réduire l'évaporation de la poussière. Nous améliorons l'environnement pour que nos voisins puissent être dans un environnement sain. Donc l'usine est tellement rigoureuse par rapport à elle-même, par rapport à la gestion de l'environnement. Donc ce qui fait que nous sommes lancés dans le processus de certification. Donc CIM Bénin est la seule usine, je dirais, de la CIM au Bénin, certifiée avec une triple certification ISO 14001 qui est liée à l'environnement, ISO 18001 qui est liée à la sécurité et ISO 19001 qui est liée à la qualité. Il y a une émission de poussière juste à la hauteur de l'usine qui s'envole vers la communauté. Parce que nous voyons ici le vent, ici est un peu orienté sud-ouest. Donc dès que la poussière se soulève, elle s'envole vers la communauté. Donc nous avons identifié ce point-là et nous sommes allés jusqu'à supprimer certains équipements. Créée en 1977, la CIM Bénin est aujourd'hui en plein cœur d'une agglomération. Et bien qu'étant des pôles importants de l'économie, les cimenteries ont un impact considérable sur l'environnement. Mesdames et messieurs, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats provisoires de la présidentielle du dimanche dernier et attend les contestations et recours éventuels. C'était cet après-midi à Cotonou. Pas grande différence avec les chiffres de la Sénat il y a 2 jours. Vous aurez d'amples précisions dans nos prochaines éditions, c'est sûr. Éventuelle contestation ou recours, avez-vous dit? Pas sûr qu'il y en ait. Les 2 duos classés derrière ne comptent pas broncher. Ils l'ont dit chacun de son côté à l'issue d'une rencontre avec la presse. Le duo Soumano Hunkwe aujourd'hui même et l'autre Korwe Agwassa hier pour dire leur intention de ne pas aller plus loin. Sachez aussi que le Bénin passe de 700 000 tonnes de production de coton à 728 000 tonnes cette année. C'est le ministre en charge de l'Agriculture qui l'a appris au public. Il a fait une déclaration dont vous avez suivi la substance avec Ali Moumouni dans ce journal. Voilà, c'est donc tout pour cette session de l'information. Merci de l'avoir suivi. Ce fut un plaisir. Passez une excellente soirée.